le livre, voilà, s'appelle Les principes dont je vais parler aujourd'hui, les principes de la nature et ses implications éthiques. Bon, ça, c'est le titre original est en espagnol. Donc, il y a eu pas mal de travail. Alors, je suis tombé sur. Euh, j'ai j'ai- j'ai pu avoir. J'ai eu l'original en PDF par le père de ma belle-fille, qui est italien et traducteur, et qui a traduit tout. Il vient de terminer la traduction en italien et il a reçu les premiers exemplaires du livre. Bon, on n'en est pas là en France, je ne sais pas. En tout cas, euh, voilà. Et au début, je voulais faire un survol de l'ensemble du livre, mais je me suis vite aperçu que c'est trop dense. Donc, ça sera en plusieurs parties. Mais ce n'est pas obligé d'être à la suite les unes des autres. C'est bien qu'on ait différents intervenants au cours de l'année. Donc, en tout cas, là, on est c'est le 16. La date prochaine pour le prochain Club Science, elle est déjà décidée. Si je me souviens bien, c'est le 16 mars. Parce que ça coïncide avec le 30 décembre. 16 mars, oui. On a 29 jours en février, ça doit être ça, un décalage. Non, non, ou c'est plus tard. Enfin, c'est au milieu mars. C'est quoi le samedi Le 7 mars, c'est un jeudi. Le 16 Non, mars, alors, c'est un samedi. Ah, le 16. C'est un samedi. Bien sûr. Dans un mois. le 16 mars, c'est un samedi, c'est bien ça? Oui, c'est bien Oh, ça. ben, alors c'est ça. Alors c'est ça. Voilà. D'accord. Donc, ce sera, si vous avez des suggestions, voilà. Sinon, je continuerai éventuellement ça. Voilà. Donc, euh, là, on est dans le premier chapitre. Il y a 9 chapitres au total. Et là, on va même pas faire le premier chapitre en entier. Mais c'est le premier chapitre, c'est un quart du livre, hein, même s'il y a 9 chapitres. C'est la partie la plus dense, on va dire. Alors, ah oui, j'enlève la bande parce que ça a masqué. Voilà. C'est d'ailleurs pourquoi elle s'était remise. Ah, c'est pénible ça. Pourquoi? Admettre. Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Ah, à moins que ce soit Jean. C'est pourtant c'est ouvert, j'ai ouvert la porte. Non, c'est pas la porte. C'est pas des gens qui étaient divisés en Alors, voilà, dans ce premier chapitre, on a 5 parties. Ça sonne de nouveau. Si c'est Jean, quelquefois, il n'est pas visible. Ah oui. C'est un taquin, il se bouge. Est-ce que c'est lui ou... Oui. Ok. C'est John. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on va parler, jusqu'à la partie 3, en fait. Jusqu'à la partie 3. 1, 2, 3. Bon, je vais les présenter au fur et à mesure. Voilà, donc une introduction. Dans cette introduction, bon, c'est assez banal, si j'ose dire. En tout cas, voilà, la partie importante, c'est celle-ci. Voilà. Il y a en gros 2 visions contradictoires qui se sont développées sur l'origine de la vie et de l'univers. Donc, une version matérialiste. Alors, ce qui est intéressant, éventuellement, d'ailleurs, à mon avis, discutable, mais tout ce qui est écrit, c'est ce que l'auteur dit. Hein, c'est pas forcément ma pensée. Donc, ne m'attaquez pas. Il dit voilà, l'origine de l'univers sont composées exclusivement de matière. Sa version actuelle la plus populaire est la théorie du Big Bang. Au début, il y a eu une explosion de matière et d'énergie, et à partir d'une soupe primitive de particules élémentaires, l'univers tout entier s'est formé, y compris nous-mêmes. Cette vision du monde est moniste, dans le sens où elle affirme que la matière est la seule substance
constitutive de l'univers, matière ou énergie, puisque c'est équivalent. Alors, à ça, moi, j'aurais déjà une remarque, c'est qu'en fait, quand la théorie du Big Bang s'est développée, les premiers à protester, c'était plutôt les matérialistes, justement. Bien sûr, il y a aussi, de l'autre côté, les chrétiens fondamentalistes, eux, ne croient pas non plus au Big Bang. Donc, en fait, on a les deux extrêmes rejettent le Big Bang. En général, au milieu, il y a toute une série de personnes qui, pour des raisons différentes, pensent que le Big Bang a vraiment existé. Le Big Bang, c'est la belle maître. Hein. Oui, oui, oui. Alors, à l'inverse, voilà, contrairement aux théories matérialistes, sont également apparues de multiples visions du monde idéalistes ou spiritualistes qui placent Dieu, une entité spirituelle, dont toutes les entités proviennent à l'origine de l'univers. Alors, comment il explique la différence entre idéaliste et spiritualiste? Quelle est la différence? C'est des nuances. C'est-à-dire, dans la vision idéaliste, il n'y a pas forcément un monde spirituel. Mais il y a l'idée que c'est la pensée qui est la source de toute chose. On verra d'ailleurs différents exemples. Et donc, ces visions du monde sont pour la plupart dualistes, pas toutes, dans le sens où elles affirment qu'il existe deux substances constitutives de l'univers, l'esprit et la matière, qui sont de nature différente. Et ça va être justement un des problèmes. Par exemple, la doctrine chrétienne classique soutient que Dieu, qui est pur esprit, a créé la matière ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Voilà. Et il dit, afin de trouver une solution qui dépasse ces visions du monde contradictoires et examine l'origine de l'univers, nous allons d'abord exposer brièvement les deux types de visions opposées, matérialiste et idéaliste d'une part, et moniste et dualiste d'autre part. Donc ça me rappelle, je vous avais présenté une fois, je crois que je l'ai amené, un livre que d'ailleurs Jean avait pris, j'ai dû en racheter un autre parce qu'il m'avait acheté le mien, qui s'appelle Ni hasard ni nécessité par Marc Alevi, et qu'il explique, il parle de quatre conceptions possibles. Alors, c'est un petit peu différent, mais c'est la même idée sur la structure de l'univers. Donc, il dit pas moniste et dualiste, il dit moniste et pluraliste. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une seule source, un seul élément, une seule substance à l'origine de l'univers ou plusieurs? Donc, plusieurs, ça peut être deux, mais ça peut être plus. Et puis, il y a la question de l'être et du devenir. C'est-à-dire les philosophies, et on avait dans l'Antiquité, on a le fameux Parménide et Héraclite qui s'opposent. Héraclite pour qui dit tout est changement, et Parménide qui dit les changements ne sont qu'une illusion, tout reste fondamentalement la même chose. Et selon Marc Alevi, il dit que la physique actuelle, elle est pluraliste et essentialiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Enfin, la science est remplie de principes de conservation. Voilà. Bon. Et la théorie de l'évolution? Comment? Et la théorie de l'évolution? Oui, mais alors, mais c'est parce que justement, il y a des choses qui évoluent parce qu'il y a pluralisme. Enfin, alors, selon Marc Alevi, mais alors, c'est pas le Marc Alevi qu'on a étudié, mais enfin, lui, il élimine d'emblée les solutions où tout bouge et où tout reste pareil. C'est-à-dire, il dit une vision moniste dans laquelle rien ne change, ça n'a aucun sens.
Et une vision pluraliste où tout change, c'est-à-dire il n'y a pas de règles fondamentales, c'est le chaos, ça n'est pas intéressant. Bon. Tout change, c'est pas le chaos. Ça peut changer suivant les règles. Non, justement, non. Physique. Non, mais justement, il dit sans règles, justement. Non, mais quand on dit tout, oui. c'est tout. Bon. Quand on dit tout change, tout change. Ça veut dire que tout change. Ah oui, Il n'y a pas d'autre. Oui, oui. Oui, parce qu'il y en a qui pensent que même les constantes universelles ont varié. Oui, oui. Combien sont des combien? Voilà, c'est ça. C'est la théorie Alors, MOND. donc, on va successivement voir donc des exemples. La philosophie grecque antique, médiévale, moderne, le matérialisme mécaniste. En espagnol, ils disent mécaniciste. Mais en français, je crois qu'il y a les deux, mais mécaniste, ça me paraît pas la peine de compliquer plus. Physique quantique, où la matière est devenue indéfinissable, et Sheldrake, la renaissance de la nature. C'est qui ce mec-là? On va voir. Alors, on commence par la philosophie grecque. Donc, enfin, ça, c'est du classique, hein, je pense que beaucoup connaissent. Donc, Thalès, alors, Thalès, c'est une vision moniste, c'est-à-dire il y a un élément primitif, primordial, qui est l'eau, voilà. Et à partir de là, tout se développe. Bon, il n'en dit pas plus. Ou si, il y a des phrases après. C'est Pythagore qui a une vision dualiste. Là, c'est Francis qui aimerait cette vision-là, avec les nombres et les proportions d'un côté et la matière de l'autre. Donc là, on a un peu les règles et la substance. Et puis Parménide, voilà, l'être, limité, immuable et statique, et rien ne peut naître du non-être ou du néant. Alors, non, mais je reprends. Thalès, Pythagore et Parménide, on va dans les détails un peu plus. Donc les anciens philosophes ioniens représentés là par Thalès, après il y en a d'autres, mais ils ne parlent pas de tous. Ils avaient une vision moniste. Et donc, voilà, Thalès, par exemple, a identifié cet élément primordial ou archer avec l'eau. Le monisme de ces premiers philosophes ioniens était ilozoïste ou panpsychiste. Tout est plein de Dieu, déclarait Thalès. C'est-à-dire que c'était une forme de panthéisme ou d'animisme, on pourrait dire. La vie ou l'énergie, les choses sont déjà dans la nature intérieure. Le dualisme remonte à la cosmogonie pythagoricienne. Donc, pour Pythagore, les proportions et les nombres étaient les éléments constitutifs de toute chose. Tout est originaire de l'un, mais pour expliquer l'apparition de deux ou de la dualité, les pythagoriciens postulaient l'intervention d'un vide, une sorte de non-être qui intervenait et divisait l'un en deux, donnant naissance à la multiplicité des êtres et des choses. Ça, on retrouve un peu cette idée dans l'Orient, où il y a l'être et le non-être, le plein et le vide. Aussi, ah, d'accord, ok. Voilà, donc, voilà, en fait, voilà, donc limité, illimité, impair et pair, multiple, droite, gauche, statique, etc. Et d'autres paires d'opposés pythagoriciens avaient un caractère dualiste marqué dans un sens ontologique, mais aussi éthique. Alors, Parménide, qui était contraire à ce dualisme pythagoricien, affirmait que la seule chose qui existe est l'être et que le non-être est impensable. Il a postulé que rien ne peut naître du non-être ou du néant. Il attribuait à l'être les qualités du limité, de l'immuable et du statique. Ainsi, le changement et le mouvement n'existent pas, ils ne sont que des apparences. Donc, tout revient du pareil au même. Donc, ça aussi, c'est un peu lié aussi à je dirais, enfin, on retrouve ce même genre d'idée aussi dans la philosophie orientale, avec le fait, on parle de cycle, et en fait, tout revient au même. Ou avec Francis, au bout de 13,8 milliards d'années, on se retrouve dans la même situation. Alors, maintenant, on aborde Alors, Héraclite,
Donc là, on parle de monisme dynamique, c'est-à-dire il y a une seule source, une seule origine, mais du fait de l'évolution, du changement, se créent des choses. Voilà. Donc, le, le monisme chez Héraclite, on parle du logos divin ou du feu créateur, en quelque sorte. Voilà. C'est le feu qui est là. Le feu, finalement, c'est un symbole de l'énergie, en quelque sorte. Voilà, donc c'est caractérisé ce mouvement par le changement, tout cool. C'est cette fameuse phrase d'Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, parce qu'en fait, c'est pas la même eau, on n'est pas non plus la même personne, donc tout change constamment. Alors, Démocrite, donc, on peut dire, le premier monisme matérialiste. Il n'existe que les atomes et le vide. Et toutes les choses sont des groupements aléatoires d'atomes. C'est lui qui a défini cette idée d'atome. Et donc, il y a des atomes qui se baladent dans le vide, et puis de temps en temps, il y en a un qui s'écarte de sa trajectoire, et ça crée des changements. Le hasard et la nécessité. Oui. Moi, j'ai lu. Hein. Comment? Ah! C'est pas lui qui a introduit l'idée que tout est gouverné par le hasard et la nécessité, il me semble. Oui. Oui. C'est le titre oui. de son livre le plus célèbre. Non, mais ça, le livre, c'est Jacques Monod, là, qui a le hasard et la nécessité. Alors, donc, voilà, Héraclite mettait en avant le changement, tout cool, et l'existence d'opposés. Ceux-ci se transforment les uns dans les autres et sont dans une relation de tension et d'équilibre. Mais, alors la différence, ça a l'air d'être un peu comme Pythagore, contrairement au dualisme ontologique des pythagoriciens, il affirmait l'existence d'un logos divin, une raison cosmique commune qui maintenait l'équilibre entre les contraires. Donc on a un au sommet et puis qui maintient l'équilibre entre eux. On pourrait dire que c'est presque pas dualisme, triisme, je sais plus comment. Il identifiait le logos à un élément primordial, le feu créateur. Ce feu artistique produit toutes choses et celles-ci sont consumées à leur tour dans le feu. Alors, Démocrite, rassemblant l'idée pythagoricienne selon laquelle toutes choses sont faites de points qui, selon les pythagoriciens, étaient à la fois des points géométriques et des points matériels étendus, ainsi que la croyance également pythagoricienne en l'existence d'un vide intermédiaire, élabora la théorie atomistique, atomiste en français on dirait, qui affirmait que la seule chose qui existe dans l'univers, ce sont les atomes en mouvement et le vide. Il a postulé que tous les êtres et choses étaient des groupements aléatoires d'atomes, formulant ainsi la première vision matérialiste du monde. Là, on a encore deux grands philosophes grecs, Platon et Aristote. Donc aussi comme tout à l'heure, juste résumé et ensuite un peu plus de détails. Donc Platon, vous voyez, il avait le monde des idées, qui sont des prototypes éternels, parfaits et incréés, qui sont là de tout temps. Et puis le monde sensible, la matière, forgée par le démiurge en prenant pour modèle les idées. Aristote, on va voir les différences après entre Aristote et Platon dans la diapo suivante. En tout cas, tous les êtres et les choses sont composés de forme, eidos, et de matière, il est. La forme ou l'âme est l'essence éternelle et incréée. La matière, le corps, le monde éternel et aussi incréé. Donc là, chez Platon, il y a une création à partir d'idées. Chez Aristote, ça existe de tout temps, les deux. Donc, voilà, Platon prenait un disque de cuivre comme exemple, a déclaré que la forme circulaire géométrique était la véritable réalité parfaite éternelle, le disque de cuivre matériel n'en étant qu'une simple copie imparfaite.
De cette façon, il a divisé la réalité en deux mondes, le monde des idées et des formes, les prototypes éternels et parfaits, dont le sommet était l'idée du bien ou de Dieu, et le monde matériel sensible des êtres et des choses qui ont été forgés par le démiurge, artisan, prenant pour modèle les idées éternelles, défendant ainsi une vision dualiste de l'univers. Voilà, la matière pour Platon était comme un réceptacle vide capable de prendre n'importe quelle forme. Dans Timée, il expose une théorie géométrique de la matière, suggérant que toute réalité matérielle était constituée d'atomes en forme de triangle qui, combinés de diverses manières, pouvaient construire tous les types possibles de figures géométriques et tous les êtres matériels ou sensibles. Ça, c'est les fameux 5 solides réguliers de Platon. Enfin, c'est pas lui qui les a inventés, mais je veux dire, c'est lui qui en parle et qui leur donne un sens particulier. Alors, Aristote, alors lui, il s'oppose à son maître Platon en disant que la duplication de la réalité était inutile, que les idées ou les formes, les éternels prototypes, se trouvaient dans les choses elles-mêmes. C'est ainsi qu'il développa sa célèbre théorie illémorphique selon laquelle tous les êtres et les choses sont composés de formes et eidos, d'où le terme idée en français d'ailleurs, et de matière ilée. La forme les idées platoniciennes étaient l'âme ou l'essence qui définit ce que sont les choses, et la matière était le corps ou le substrat, l'argile, la pierre, qui avait le potentiel de prendre de multiples formes. Les formes ou âmes inhérentes aux êtres avaient le pouvoir d'amener les corps vers leur perfection. Alors, bien qu'il ait spéculé avec l'idée d'une matière primordiale sans forme, il a fini par postuler l'éternité du monde. Ça, c'était une différence essentielle avec Platon aussi. Avec ce monde matériel éternel, il définit le concept de Dieu comme forme pure et premier moteur immobile, dont la fonction était de mouvoir le monde et de l'attirer vers sa fin ultime. Donc, il y a quand même un concept de départ. Comment il imagine, parce qu'il y a une contradiction. Oui. Le premier moteur immobile. Comment on peut imaginer quelque chose de ce type? Le moteur, c'est quelque chose qui est en mouvement. Alors, c'est le moteur qui ne change pas, mais il a le pouvoir de changer les choses. C'est ça. C'est comme dans le christianisme, Dieu est immuable, mais c'est lui qui change les choses. Le moteur doit changer aussi un peu, non? Parce que sinon, il n'y a pas d'évolution. Dans une vision immanente, oui, mais là, Platon, c'est presque transcendant. Aristote. Il établit ainsi un on va voir justement un peu toutes ces contradictions d'ailleurs. Il établit ainsi un dualisme des substances. D'une part, il y avait le monde éternel et incréé, des composés de matière et de forme, et d'autre part, je ne me suis pas trompé. Les formes pures ou âmes qui formaient une hiérarchie dont le sommet était Dieu, la forme suprême ou pensée des pensées. Didier, oui. Moi, j'ai du mal à voir. C'est une mauvaise vue. Je pense qu'on va éteindre ces lumières. Lesquelles? Ces lumières sont devant. Non, ça c'est juste le projecteur. Tout est éteint. Hein. Ah, oui, il n'y a que le projecteur qui est allumé. Si je l'éteins, tu verras rien. Je pensais à ces lumières. On peut diminuer les lumières de la salle. Mettre les autres lumières. Non, là, à droite. Là. Je vois mal. Voilà, c'est celui-là. Non, pas à droite, ça c'est la salle. À gauche, non, voilà, au milieu. Et tu éteins l'un et tu rallumes l'autre. Et tu rallumes l'autre. Vas-y, parce qu'on va quand même. Ah oui, ça va revenir. Ok, ne touche plus à rien. Voilà, parce que ça. Il y a une espèce de contact qui fait que ça. Ok. Voilà, donc, on passe à la diapo suivante. Alors, après, les stoïciens. Donc, alors, chez les stoïciens, ça, je ne connaissais pas du tout. Enfin, en tout cas, cet aspect des stoïciens. On entend parler des stoïciens. Mais cet aspect philosophique, je ne connaissais pas. En tout cas, voilà. Il y a aussi le logos, la raison universelle,
et puis le pneuma, un principe actif, manière subtile, et la matière, principe passif et matière ordinaire. Donc, on retrouve toujours cette dualité entre quelque chose de plus subtil et quelque chose de plus concret. Pneuma, ça veut dire souple en grec. Comment? Pneuma? Oui, pneuma, ça veut dire souple en grec. Pneumatique, oui, on dit. Comme dans les pneus. Comme dans les pneus. Alors, donc il y a il y a le logos. On retrouve un peu ça d'ailleurs dans plusieurs philosophies. Finalement, c'est ces trois situations. Il y a quelque chose de point de départ au centre, et puis quelque chose un peu plus subtil, et puis quelque chose de plus concret. Et Plotin va ajouter à ça encore un niveau, en quelque sorte. Alors, lui, on parle d'une théorie de l'émanation. Donc, il y a l'un, l'équivalent de l'un ou de Dieu. À partir de l'un, il y a l'intelligence qui se forme, puis l'âme, puis la matière. Alors, on va regarder plus en détail. Voilà, les stoïciens combinant le feu divin du logos d'Héraclite avec le concept de forme et de matière d'Aristote. Voilà, donc ils prennent un peu de chaque. Donc, enseigner que tout est composé d'un principe actif ou pneuma, qui était comme l'âme ou logos, et d'un principe passif ou matière. Le pneuma a été une matière plus subtile qui pénétrait la matière ordinaire et la maintenait ensemble. Puisque ce logos pneuma pouvait se transformer en matière et celui-ci à son tour en pneuma, cette vision était moniste. Donc c'est juste différents aspects en quelque sorte. De plus, en plus de croire en un logos universel, divin et prévoyant, ils affirmaient que chaque chose avait son propre logos, qui était comme sa raison, son plan ou sa conception. L'origine des choses s'expliquait donc à partir de ces logos fondateurs qui produisaient. Donc il y a un logos général, fondamental, et puis il y a des logos particuliers pour chaque entité. Plotin, lui, a tenté de systématiser le platonisme en affirmant que Dieu ou l'un, un être entièrement homogène au-delà de toute dualité, était le commencement et la cause. Entrer dans la salle d'attente. Attends. Didier. Oui, attends, je suis là à mettre quelqu'un. Mince, où est passée ma souris? Voilà. Admettre, j'espère que ça ne va pas déranger le reste. Non, ça va. Alors. Ah, mais je suis revenu en arrière du coup, sans le vouloir. Ah. Attends. Comment je continue? Mince. Ça a dérangé mon. Quand je fais rentrer quelqu'un par le Zoom, apparemment ça dérange le. J'arrive plus à faire avancer. Peut-être je vais ressortir. Attends, échappe. Alors, je le mets en pause et je le redémarre peut-être. Je redémarre. Et maintenant, on va voir si ça marche. Oui. J'avais reculé de 2. Et j'efface. Oui. Mais je dois encore enlever la barre flottante pour qu'on voit le bas du texte. Voilà. On est revenu. Alors. J'espère qu'il n'y a pas encore 36 personnes qui vont arriver en milieu parce que chaque fois, ça perturbe. Alors, on était à Plotin, oui. Donc, de même que la chaleur et la lumière proviennent du soleil par rayonnement naturel, de même, toute chose émane nécessairement de Dieu en raison de l'excédent de sa puissance. Après l'intelligence, le monde correspondant au monde des idées platoniciennes, l'âme du monde et les âmes particulières,
la matière était l'émanation la plus dégradée et la plus éloignée de l'un, presque aux frontières du non-être, entretenant ainsi un caractère à la fois spiritualiste et moniste. Donc l'origine purement spirituelle. Il faut dire que Plotin était beaucoup plus tardif. Oui, oui, Il était un égyptien néoplatonicien. Ça vient bien après. Oui, là, on a suivi l'ordre chronologique. Ah Hein. oui, d'accord. Justement. Oui, oui. C'est tout à fait autre chose. Oui. Mais c'est parce qu'on va arriver maintenant. Les Stoïciens, c'était avant les conquêtes d'Alexandre, et Plotin, c'était bien après. Donc là, justement, on va arriver au groupe suivant. Oh, c'est pas vrai. Récit stoïque. Voilà, on passe à la philosophie médiévale. Ça sera pas plus tard. Oui, oui, ben justement, on suit l'ordre chronologique. Alors Saint-Augustin, donc, bon, un dualisme, mais à partir d'un Dieu qui, lui, est purement spirituel. Voilà. Alors, donc, le monde des idées, qui correspond au monde des idées platoniques, il le situe en Dieu, en quelque sorte. Voilà. Il y a les modèles idéaux, mais à partir de cela est créé le côté l'âme ou l'esprit et la matière ou le corps, mais cette fois-ci, la création de la matière se fait à partir de rien. Donc, il y a une dualité, mais qui vient encore d'une seule source. Et Ibn Gabirol, alors j'espère, je sais, si j'ai quand même trouvé, je crois, en français, que c'est le même nom, je crois, que je ne connaissais pas du tout. Donc, il parle de trois racines. Donc, il y a Dieu et puis la forme universelle ou esprit et la matière universelle ou matière primordiale. Donc, on a de nouveau un peu comme une trinité, là, avec un centre et puis là. Donc, on a toujours un petit peu un, deux ou trois, selon les systèmes. Alors, saint Augustin plaçait le monde des idées platoniciennes dans l'esprit de Dieu, voilà, les définissant comme les modèles idéaux des choses que Dieu a ensuite créées par un acte volontaire d'amour. Il reprend le dualisme d'Aristote, affirmant que Dieu est pur esprit. Premièrement, Dieu a créé la matière primordiale à partir de rien, et puis il lui a donné forme en implantant les logos fondateurs, prototypes ou modèles idéaux de chaque création en la matière. Saint Thomas et les principaux philosophes médiévaux arabes et juifs ont adopté cette doctrine de la création à partir de rien, ainsi que le dualisme qu'elle implique. Alors, Ibn Gabirol, dans son livre La source de la vie, élabore les concepts de forme universelle et de matière universelle. Selon lui, puisque l'effet doit être semblable à la cause qui l'engendre. Ça, c'est un point important qu'on va retrouver. Tous les types de matière doivent provenir d'une matière universelle primordiale et tous les types de formes doivent avoir leur origine dans une forme universelle originelle. Autrement dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En gros, déjà, c'est déjà fait. Ainsi, pour Ibn Gabirol, tout ce qui existe peut se réduire à trois racines, à savoir Dieu, matière universelle et forme universelle. Il a maintenu le concept traditionnel de la création. Alors, chaque fois, ça réapparaît, cette barre, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est que quand je touche quelque chose. À partir de rien comme un acte de volonté divine, mais à élever la matière, contrairement à Plotin, à une position très proche de Dieu. Voilà, parce que pour Plotin, la matière, c'est loin, c'est dégradé, etc. Et lui dit que tout a une valeur, lui donnant la dignité de co-cause ou de co-origine de toute chose.
J'ai en espagnol, c'est cosa corrigen, donc j'ai traduit par. C'est même pas, c'est pas des mots vraiment français, mais cocos ou si cocos peut-être ça se dit, je sais pas. On parle de cause concomitante, mais c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il veut dire. Je crois, j'en sais rien. Mince, encore quelqu'un. Alors j'espère que ça va pas tout remettre en question. Et mince. J'ai de nouveau. C'est de nouveau. Alors, Plotin était le précurseur des gnostiques. Il était influencé par les manichéens. Je voulais en Il dire un mot. considérait que la matière, c'était rien. Alors que Épigabron et Saint-Augustin étaient l'accent sur le théisme. Et la matière avait valeur. Mais pourquoi il n'a pas parlé de Simon le Mage? Puisqu'on parle de gnose, justement. Pourquoi l'auteur n'a pas évoqué Simon le Mage? Ben, là, en tout cas, il parle pas. Il parle pas de la gnose, en fait. Hein, donc, pas du tout. Hein. Non, je crois pas. On la frôle, là. Avec Plotin, on la frôle. Ouais. Même Saint-Augustin, qui était manichéen avant d'être catholique, était influencé par les. Alors, on arrive là. Bon, il donne certains exemples, mais qui vont l'aider à appuyer sa thèse aussi. Ou les choses qu'il va contredire. C'est soit là, souvent, c'est soit des choses qui vont dans le sens qu'il veut montrer, soit des choses qui vont dans le sens opposé et qu'il va ensuite critiquer. Donc, ensuite, on arrive dans la philosophie moderne, donc Descartes. Donc, alors, trois substances. Donc, il y a Dieu, infini, l'âme et la pensée, donc le res cogitans, la chose pensante, et le monde de la matière, res extensa, la chose étendue. Et donc, selon Descartes, voilà, donc Dieu, c'est l'horloger qui crée une horloge. Enfin, la vision de Descartes est très mécanique, sauf pour l'être humain qui possède une âme. Donc, pour lui, il avait cette vision bizarre. D'ailleurs, on va peut-être le voir dans le détail. Voilà. Descartes, accentuant le dualisme aristotélicien et chrétien, a développé sa célèbre théorie dualiste de la séparation de l'âme et de l'esprit de la matière comme deux substances complètement différentes qui n'ont rien en commun. On va voir, ça pose un problème, justement. Ainsi, selon Descartes, il existe trois substances, Dieu, ou la substance infinie, l'âme ou l'esprit humain, presque le sens de la chose pensante, et le monde ou la matière, rex extenso, la chose étendue. Dans le monde matériel, les minéraux, les plantes et les animaux sont des machines ou des automates. La pression et les chocs étant les seules forces qui agissent sur eux, l'homme est le seul qui pense, bien que son corps soit une machine comme le reste des êtres et des choses du monde. C'est dur pour les animaux, ça. Oui. Je pense que si Descartes vivait aujourd'hui, il n'émettrait pas la même philosophie. Mais Didier, il y a une chose importante. Oui. Dans la tradition chrétienne même, oui. Il y avait trois éléments. Il y avait le corps, l'âme et l'esprit. L'âme était l'interface entre le corps et l'esprit. Pour Descartes, il n'y avait que le corps et l'esprit. Là, tu dis l'âme ou l'esprit. Oui. Que le corps et l'esprit. Il n'y a pas d'interface. C'est totalement dualiste. Alors, ça c'est d'ailleurs... Pour Aristote, les animaux ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. Même les végétaux ont une âme, mais pas d'esprit. Pour Descartes, comme tu le dis, les animaux, c'est comme les choses. C'est ou l'âme et l'esprit. Enfin, je veux dire, ou le corps et l'esprit, ou le corps tout court. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'élément intermédiaire. Alors, j'en profite justement pour mentionner un problème de traduction, qui est que, alors, par exemple, quand on dit esprit, si je prends la langue anglaise, je vais avoir mind ou spirit, qui sont en anglais deux choses différentes. Et en français. Donc, parfois, c'est compliqué. Mais souvent, on va utiliser le mot. Mais en anglais, ils ont aussi le mot soul pour âme, mais c'est encore autre chose. C'est pas l'âme dans le sens qu'on a donné à animal. Animal, enfin, ça vient de anima, qui veut dire âme en latin. Non, en anglais, mind, ça veut dire intellect. En fait.
Oui, souvent. Oui, oui. Alors, quelquefois, on traduit même par la pensée, par l'esprit. Oui, oui, c'est cet aspect-là. Et je me suis demandé d'ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un saurait, parce qu'en espagnol, souvent, il parle de mental. Mental. Et quelquefois, je l'ai traduit par mental, parfois par esprit. Et ça vient du latin mens mentis. Mens mentis, ça veut dire esprit, en fait, dans les deux sens. Non, c'est dans le sens vraiment la pensée, etc. Et je me suis demandé si mens et mind avaient une origine commune. Peut-être au niveau de ce qu'on appelle langue indo-européenne, parce qu'en fait, j'ai vu dans un dictionnaire anglais étymologique que mind vient de Gemüt en allemand, qui veut dire aussi âme, enfin, justement, ça peut vouloir dire âme. Gemüt, c'est plus âme que esprit. Oui, excusez-moi, pour Aristote, il y avait plusieurs âmes. Il y avait l'âme végétative, l'âme sensitive et motrice des animaux, oui. L'âme intellective, c'est le mind, et l'esprit. Oui, d'accord. Donc il y avait plusieurs niveaux. Alors pour Descartes, il n'y en a plus que deux. On va voir justement la question, à travers l'auteur, justement, la question de ces différents niveaux. Alors, j'en étais où? Voilà, ce sont des machines. Ben oui. Dieu a créé le monde comme une grande horloge qui fonctionne selon des lois éternelles. Ensuite, il l'a démarré en donnant la première impulsion, et à partir de ce moment-là, il a continué, oui, le monde, a fonctionné uniquement grâce à des pressions et des chocs, à l'instar du mécanisme et des horloges fabriquées à l'époque de Descartes. Bon. S'il avait connu la physique quantique, il aurait peut-être une autre vision. Donc, il n'y avait pas de providence, alors, pour lui. Il n'y avait pas de providence. Alors, il était hérétique. Le problème, c'est comment expliquer la relation entre l'esprit et le corps dans l'être humain. Parce que si le corps est une machine automatique et l'esprit a une toute autre nature, comment l'esprit... Donc, je crois me souvenir que Descartes avait placé ça dans la fameuse... Il y a une glande, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Et qu'il avait dit que c'était ça le lien entre le corps et l'esprit. Bon, aujourd'hui, c'est clair que ça ne marche pas comme ça. Alors, maintenant, le matérialisme mécaniste. Donc, il n'existe que la matière, les mécanismes et les lois. Le monde mécanique est éternel et incréé. Dieu n'est pas nécessaire. On se passe de l'horloger. Il n'y a pas besoin d'horloger puisque tout existe comme ça. Tout est réglé d'avance, etc. Donc, l'esprit est comme un fantôme au sein de la machine. Voilà, il était très facile pour les premiers philosophes et scientifiques matérialistes d'éliminer ce dualisme substantiel cartésien, simplement en supposant que les lois et l'horloge étaient éternelles, comme le pensait Aristote. Il se dispensait ainsi des services de l'horloger et affirmait également que l'homme était une machine comme les autres animaux et êtres vivants, reléguant l'esprit humain imaginaire au rang de fantôme au sein de la machine. Ça me fait penser à une phrase d'un biologiste moderne, je ne sais plus son nom, mais un Français matérialiste qui dit l'homme ne descend pas du singe, l'homme est un singe comme les autres. Ça correspond à cette philosophie. Ce matérialisme mécaniste a été une... Pascal Pic, je crois. Oui, Pascal Pic. Pascal Pic. Oui. C'est dans son style. Je me souviens d'avoir assisté à une de ses conférences. C'était à Saint-Michel-sur-Orge. Là. Il y avait les semaines de la science. Pascal Pic avait aussi une phrase, à mon avis, plus importante que celle-là. Oui. Il a dit que l'homme n'est pas un seul animal qui pense. L'homme n'est pas le seul animal qui pense qu'il est le seul animal qui pense. D'accord. Voilà. Alors, ce matérialisme mécaniste a été une croyance ontologique très influente chez les scientifiques, au moins jusqu'à la fin du 19e siècle, et jusqu'à aujourd'hui chez les biologistes.
pour qui tous les êtres vivants, nous y compris, ne sont que des mécanismes sophistiqués résultant de la sélection naturelle et de mutations au hasard de l'ADN. Fondamentalement, cette croyance ontologique est un monisme matérialiste très similaire à l'ancienne vision atomiste de Démocrite. Tous les êtres et choses sont des groupements de molécules, d'atomes et de particules qui ne diffèrent que par le degré de complexité du composé et qui se réduisent finalement à cela et sont régis par les mêmes lois de la physique et de la chimie. Voilà, pour le matérialisme mécaniste. Physique quantique. Alors, voilà. Cependant, avec l'arrivée de la physique quantique au début du XXe siècle, la matière est devenue indéfinissable, en tout cas selon les concepts traditionnels. Comme le disait Popper, le matérialisme s'est surpassé. Alors, je n'ai pas trouvé la citation d'origine. Qu'est-ce qui a dit que la matière est indéfinissable? Qu'est-ce qui a dit ça? Non, ça c'est l'auteur qui dit, voilà, ça va être expliqué là. Les modèles planétaires et déterministes de la structure de l'atome ont dû être abandonnés. Or, les particules apparaissent parfois comme des ondes d'un champ quantique de nature physique inconnue et d'autres fois sous forme de corpuscules ou de paquets d'énergie. Voilà, Arthur Eddington explique ainsi la nouvelle situation. Nous savons aujourd'hui que l'exploration du monde extérieur avec les méthodes des sciences physiques ne nous conduit pas à une réalité concrète, mais à un monde d'ombres et de symboles au-dessous duquel ces méthodes sont incapables de pénétrer. C'est le fameux mur dont tu parlais, d'une certaine façon. Si vous demandez aujourd'hui aux physiciens ce qu'ils ont finalement décidé comme étant des atomes ou des électrons, ils ne nous répondront pas en parlant de boules, de billard, de turbines ou de toute autre chose concrète. Ils nous renverront plutôt à une série de symboles et d'équations mathématiques qui reflètent leur comportement de manière satisfaisante. Voilà, en ce sens. Heisenberg, voilà, célèbre pour avoir formulé le principe d'incertitude qui a mis fin au déterminisme matérialiste en physique, nous explique que le langage mathématique est le seul capable de rendre compte des particules élémentaires. Alors, citation, « Les lois mathématiques formulées par la théorie quantique montrent clairement que nos concepts intuitifs ordinaires ne peuvent être appliqués sans ambiguïté aux particules élémentaires. Tous les mots ou concepts que nous utilisons pour décrire des objets physiques ordinaires, tels que la position, la vitesse, la couleur, la taille, etc., deviennent indéfinis et problématiques lorsque nous essayons de les appliquer à des particules élémentaires. Il est important de réaliser que, alors que le comportement des particules élémentaires ne peut être décrit sans ambiguïté dans le langage ordinaire, le langage mathématique, en revanche, se prête très bien à rendre compte de ce qui se passe de manière très précise. Voilà le changement de... Alors, face à ça, voilà ce qu'il appelle la renaissance de la nature. Donc, il a utilisé ce titre qui est, alors j'ai eu du mal à retrouver, c'est le titre d'un livre, en anglais c'est, finalement j'ai retrouvé, The Rebirth of Nature, par Rupert Sheldrake. Et en français, le livre, j'ai eu du mal à trouver parce qu'il y avait plusieurs titres de lui qui pouvaient être soit l'un, soit l'autre. Finalement, en français, c'est L'âme de la nature. Peut-être parce que Renaissance, en français, ça fait trop, on pense à la Renaissance. C'est un autre sens. Donc, les champs de force qui, au XIXe siècle, étaient censés être constitués d'une matière subtile ou d'éther, remplissent aujourd'hui des fonctions similaires aux anciennes âmes aristotéliciennes ou principes actifs alchimiques, dans le sens où leur tâche est d'organiser les particules et de maintenir leur cohésion à travers une interaction ou un échange de photons ou d'énergie. De plus, il semble que ces champs contrôlent les particules au moyen d'équations mathématiques complexes. Alors d'ailleurs, il y a aujourd'hui, parmi les différentes
vision ou opinion. Il y a ce scientifique, le nom m'échappe, qui est d'origine italienne, qui travaille à Marseille. Carlo Rovelli. Carlo Rovelli. Qui lui dit que tout est... Voilà, il n'y a rien d'autre que des champs. C'est des champs. C'est ce que aussi l'opinion de Cohen Tamunji. Il dit que le champ est les éléments fondamentaux avant la particule. Mais ça vient pas de lui, hein. Ça vient de plusieurs. Oui, non, mais je parle des défenseurs actuels de cette théorie. Depuis les dernières décennies du XXe siècle, il semble que les sciences reviennent à la Renaissance. Les anciens principes vitaux, âme et force cachée exorcisés par les mécanismes refont surface, mais sous des noms différents. On parle désormais d'un univers évolutif et créatif qui a la capacité de s'auto-organiser, de propriétés autorégulatrices et systémiques, de principes d'organisation à un niveau supérieur au niveau physique, de lois holistiques émergentes, ça s'appellerait à Francis, de nouveaux types d'organisation non locale et de causalité descendante, de champs morphogéniques et d'une évolution créatrice et organique. Alors voilà Rupert Sheldrake, donc biologiste anglais. Voilà, dans son livre, alors j'ai eu du mal à retrouver, voilà, en anglais The Rebirth of Nature et en français L'âme de la nature. Non. Comment c'est en anglais? The Rebirth of Nature. The Rebirth of Nature. On considère désormais à nouveau que la nature s'auto-organise. Au lieu de l'âme de l'univers et des autres types d'âmes qu'il contenait, la base de cette auto-organisation est désormais attribuée au champ gravitationnel universel et aux autres types de champs qu'il contient. L'univers, oui. L'indéterminisme, la spontanéité et la créativité ont réapparu dans le monde naturel. Les finalités ou fins immanentes sont désormais modélisées comme des attracteurs. Et au-dessous de tout cela, semblable à un monde souterrain cosmique, se trouve le royaume impénétrable de la matière noire. Il a oublié l'énergie aussi. Oui. Ces développements ont réintroduit de nombreuses caractéristiques de la nature animée, niées dans la révolution mécanique. Alors il doit y avoir une petite erreur dans la structure de la phrase. On commençait à faire revivre la nature, je pense. Je dois vérifier d'après le texte d'origine comment ça se passe. Le problème d'ailleurs souvent c'est que j'ai même pas forcément le texte d'origine. J'ai la citation en espagnol par l'auteur. Et donc après, je dois me débrouiller. Mais là, c'est un livre presque introuvable. J'ai vu, on peut l'acheter pour 89 € sur Amazon. Je n'ai pas décidé de l'acheter. De toute façon, ça ne vaut pas. On pourrait plutôt dire la renaissance de la nature. Non, mais c'est parce que... Alors, je traduis mon propos. Oui, mais parce que ce livre... En tout cas, là j'ai pris le titre L'âme de la nature parce que c'est le titre du livre traduit en français, qui existe. J'ai pas traduit là, le titre, mais j'ai pas pu voir le livre pour considérer cette citation-là, donc j'ai dû traduire de l'espagnol en fait. Mais par contre, le titre du livre, le livre existe en français sous le titre L'âme de la nature. Si vous voulez, moi je pense que oui. Ici, Robert Sheldrake, en ne connaissant pas le modèle standard des particules, il attribue cette auto-organisation au champ gravitationnel, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut se poser la question d'où vient cette auto-organisation et ça vient des symétries. Et le concept fondamental de notre organisation, ce sont des symétries et des invariances. Et par les champs eux-mêmes qui sont gouvernés par ces symétries et invariances. Mais sauf que de temps en temps, les symétries sont rompues.
Il y a des Oui, ruptures de symétrie. oui, non, mais absolument. Mais il y a toujours une invariance absolue qui est, par exemple. Notre cœur est à droite, c'est une rupture de symétrie. Oui, oui. Non, mais en fait, le champ est l'exécutant des lois de symétrie. Exactement. Les lois de symétrie, c'est comme les lois symétriques, c'est comme les idées de Platon, et le champ, c'est comme les délires de Platon. Exactement. Mais est-ce qu'il parle de Prigogine? Parce que c'est quand même Prigogine. Il y a des Oui. lois Non, de mais non, non, il n'en parle pas. Alors, lui, il est vraiment philosophe. Donc imprégné aussi de certaines sciences, moi, ça m'intéresse parce il y a des pistes et il y a des indices, des petites choses qui pour moi, m'intéressent de développer justement de façon plus scientifique. Prigogine était aussi philosophe, il était. Oui, il est les deux, oui. Il était scientifique. Mais d'ailleurs, Marc Alévi, c'est un disciple de Prigogine. Hein. Ah bon? Oui, c'est les mêmes idées. Hein. Ah oui, mais l'auteur espagnol ne parle pas de Prigogine. Non. Ne pas confondre avec celui qui est tombé avec son avion. Ah alors, qu'on a fait tomber. voilà, donc là, voilà. C'est les mêmes termes de Descartes, la pensée et l'étendue. On ne connaît de Dieu que deux de ses attributs, la pensée et l'étendue. C'est les termes utilisés par Descartes. Oui, ok. Donc, voilà, alors l'idée développée par l'auteur maintenant, là on a fait un survol de certaines idées, et voilà, et donc ici on s'attaque plus à ces idées propres. Voilà, l'esprit et la matière doivent être présents dans l'origine de l'univers. Alors, il va donner donc d'autres exemples, en dehors de donc Spinoza et Giordano Bruno en particulier, et puis on verra le reste après. Alors, Spinoza. Donc, d'ailleurs, c'est Einstein qui dit « Je crois au Dieu de Spinoza ». Parce que, c'est un Dieu panthéiste, en fait. Oui. C'est pour ça qu'il a été excommunié. Alors, Spinoza a corrigé Descartes en affirmant que Dieu est la seule substance qui existe, monisme, car il est la cause de tout et la seule substance qui n'a pas besoin d'une autre pour exister. Selon Spinoza, la pensée, l'esprit et la matière ne sont pas deux substances distinctes, mais simplement des attributs de cette substance unique. Autrement dit, l'origine, la cause première de toute chose est à la fois pensée et la matière. Voilà, la pensée est un attribut de Dieu, ou en d'autres termes, Dieu est une chose pensante. Ça, c'est Spinoza lui-même. L'étendue est un attribut de Dieu, ou en d'autres termes, Dieu est une chose étendue. Donc, c'est différent. Il se distancie de Descartes en ce sens qu'il n'y a pas... Pour Descartes, il y a d'une part ces deux choses séparées, mais qui viennent d'une même source, mais qui sont séparées, alors que pour Spinoza, dans chaque entité, on va retrouver les deux. Giordano Bruno. D'ailleurs, j'ai remarqué alors je ne sais pas si c'est une erreur de l'auteur ou si en espagnol, ils écrivent Giordano, au lieu de Giordano. Donc j'ai dû corriger parce que ça me traduisait mal. Ah, j'ai laissé le titre espagnol. Reis. Première racine spirituelle et matérielle. Voilà, d'ailleurs, Giordano Bruno, que je connaissais assez peu, à part qu'il avait brûlé sur le bûcher. Mais avec ta conférence, il m'est devenu très sympathique parce que j'ai retrouvé pas mal de mes propres idées. Et là, avec ce que je découvre en plus, encore plus. Voilà, donc avant Spinoza, Giordano Bruno avait attribué la matérialité à Dieu, arguant contre le dualisme d'Aristote que le commencement de toute chose n'était pas seulement la cause formelle de l'univers, mais devait aussi en être la cause matérielle. Ce premier principe était la source de toutes les formes
et de toutes les matières dans la création. Voilà, donc là, c'est un extrait à droite, là, Théo. C'est un dialogue. Ça me fait penser un peu dans les dialogues qu'a fait aussi Galilée, parce que c'est une façon déguisée d'exprimer son opinion à travers un personnage. Et alors, ce qui est marrant, là, parce que, alors, selon les versions, j'ai trouvé en soit Théo, soit Théophilo, enfin Théophile, c'est-à-dire. Alors, Théophile, ça veut dire qu'il aime Dieu, hein, donc je ne sais pas si c'était. Et puis alors, Dixono, en fait, en italien, ça veut dire ils disent aussi. Ils disent. Ils disent. Ils disent. Ils au pluriel, ILS, et puis disent, parlent, disent. Ils disent. Dixono. 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 Là, ça. Dixono. C'est son nom, mais je me dis ça représente le on-dit, c'est-à-dire les idées traditionnelles, je pense. Ah oui, il y a l'ami de Dieu et l'avocat du diable. Voilà, enfin, non, l'opinion générale. Ils disent c'est l'opinion répandue, en quelque sorte. Alors, Théophile dit, ainsi l'univers comportera un premier principe qui sera compris comme indistinctement matériel et formel. Il ne sera donc ni difficile ni compliqué d'accepter que le tout, du point de vue de la substance, soit un, comme le comprenait Parménide, traité honteusement par Aristote. Il en profite pour envoyer comment on dit, une pique à Aristote. Dixono. Ainsi, même si en descendant cette échelle de la nature, il y a une double substance spirituelle et matérielle, vous prétendez néanmoins que l'une et l'autre se réduisent au même être et à la même racine? Voilà. D'ailleurs, ça me... Oui, du coup, ça me... Voilà, donc la loi de similitude entre cause et effet. Donc, ça va être un des principes, justement. Donc, c'est un principe appliqué par Giordano Bruno. Voilà, le raisonnement est simple. Si Dieu est le commencement de tout, la matière devrait aussi avoir son origine en Dieu. Ce raisonnement s'appuie sur un axiome très ancien exprimé de multiples manières que l'on peut appeler la loi de similitude entre cause et effet ou entre le créateur et son œuvre. Autrement dit, quelque chose ne peut pas apparaître dans les faits qui n'est pas dans la cause. Il n'est pas logique de dire que Dieu a créé la matière à partir de rien, mais il est tout aussi absurde de prétendre qu'à l'origine, il n'y avait que la matière et qu'ensuite l'esprit a émergé par magie. Par conséquent, le plus logique est de penser que l'esprit et la matière doivent avoir été présents dans la cause première ou origine de l'univers. Voilà, là, c'est l'auteur qui s'exprime. Oui. C'est la deuxième fois que ça revient. Bergson, dans l'évolution créatrice, dit très clairement il n'y a rien dans les faits qui soit déjà dans la cause. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Voilà, donc voilà, donc il y a l'idée, c'est qu'il y a une cause qui contient à la fois esprit et matière, qui va s'exprimer en esprit et en matière. Dans la version idéaliste ou spiritualiste, donc, on a Dieu qui est pur esprit et qui crée l'esprit, mais la matière, il la crée à partir de rien, ex nihilo. Et dans le matérialisme, on a la matière créée et une émergence de l'esprit. Donc, cette idée vient remplacer les deux idées précédentes. Voilà, et donc là, il va s'appuyer sur le livre La pensée de l'unification que Laurent Ladouce, je ne sais pas s'il avait fait une ou deux conférences sur ce sujet, ici, a parlé de certains extraits de la pensée de l'unification. Voilà, il dit, c'est précisément ce que
prône la pensée de l'unification. Son argument est simple. Si dans tous les êtres et choses de l'univers, d'ailleurs, enfin, il dit souvent les êtres et choses, moi, je n'ai pas remplacé parce que vous voulez respecter le texte, mais je dirais si toutes les entités, parce qu'on dit les êtres et les choses, enfin, non. Il y a une différence entre les êtres et les choses. Oui, d'accord, mais entité contient tout, Oui, peut contenir tout, voilà, ça évite. Enfin, oui. Non, non, je suis d'accord, mais il y a des aspects mentaux, Song-sang, ça c'est le terme coréen, et matériels, Yong-sang, et puisque l'effet reflète la nature de sa cause, comme l'œuvre reflète son créateur, la cause première ou Dieu doit aussi contenir du mental, Song-sang, et des aspects matériels ou énergétiques, Yong-sang, et être à l'origine des deux aspects. Alors on lit alors là, maintenant dans le texte la pensée d'unification. Un des attributs absolus de Dieu désigne l'esprit doté d'énergie ou inversement l'énergie dotée d'esprit. C'est-à-dire que l'énergie et l'esprit ne sont pas des éléments totalement différents, mais sont à l'origine unis. Cet attribut absolu se manifeste sous la forme du Song-sang, l'esprit de Dieu, et du Yong-sang, le corps ou énergie de Dieu. Quelle est la signification du mot l'énergie dans cette citation? Dans quel sens l'énergie? Au sens physique ou au sens... Oui, oui, si. Enfin, dans le sens physique, oui. L'énergie matière. L'énergie matière. Parce que vous voulez, la question, c'est que le sens physique de l'énergie ne peut être utilisé que dans les équations. Là, il n'y a pas d'équation. C'est la philosophie. C'est pas des équations, c'est la philosophie. Mais ça veut dire que la signification de l'énergie n'est pas liée à la signification de l'énergie ici, à la signification de l'énergie en physique. C'est une sorte d'appropriation de... Non, mais ça, c'est la philosophie orientale, c'est la terminologie orientale. Mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. C'est l'esprit et la matière et l'énergie, si tu veux. Mais ce qui est curieux, c'est quand même, on parle du corps de Dieu, parce que parler du corps de Dieu, c'est quand même un pas vers le panthéisme. Dans le panthéisme, l'univers est le cerveau de Dieu et l'esprit et l'âme de l'univers, en quelque sorte. C'est un pas, c'est pas... Oui, oui, d'ailleurs, c'est une philosophie qui inclut les deux aspects, transcendance et immanence. Donc, qui dit que l'origine est à la fois transcendante, c'est-à-dire elle n'est pas entièrement inclue, contrairement au panthéisme, elle n'est pas entièrement inclue dans l'univers, mais elle est aussi dans chaque chose de l'univers. Donc, à la fois transcendant et immanent. Elle s'incarne dans l'univers. Voilà, oui. Alors, donc, voilà, la pensée d'unification introduit deux concepts philosophiques nouveaux, Song-sang, alors, traduction approximative, nature intérieure, et Yong-sang, forme extérieure. En réalité, il n'existe pas de traduction dans les langues occidentales qui soit fidèle au sens original. Alors, la seule chose, c'est que j'ai vérifié, Song veut bien dire intérieur et Yong veut bien dire extérieur. Après, le sang, il me semble avoir découvert que c'est le même son, mais ce n'est pas le même caractère chinois, en fait. Donc, et là, je n'ai pas encore creusé plus profond. Alors, voilà, et correspondant grosso modo à la forme ou eidos, ou l'esprit mental, le song-sang, et le yong-sang correspondant à la matière où il est, ou la matière au corps. Voilà, fondamentalement, ce sont deux concepts similaires, alors pas identiques, mais similaires au concept aristotélicien de forme, eidos, et de matière, il est, et à la dualité classique du spirituel et du matériel, mais avec deux différences significatives. Ils ne sont pas essentiellement hétérogènes, mais contiennent tous deux des éléments mentaux et énergétiques en commun. Un peu comme dans
comme il y a toujours un peu de yin dans le yang et de yang dans le yin. Deuxièmement, on ne leur attribue pas une origine différente, mais ce sont plutôt deux aspects indissociables de tous les êtres et choses. Ils ont une origine commune et sont fondamentalement de même nature homogène. Il y a une question que l'on oui. après. Est-ce que l'Indien, parce que le yin-yang représente à l'origine la lumière et l'ombre. Bon. Ensuite, c'est devenu comment dirais, le feu et l'eau, bon, etc. Mais c'est devenu par la suite le masculin et le féminin. Hein, bon. D'ailleurs, c'est vrai que dans tout masculin, il y a un féminin, c'est le prépuce. Et dans tout féminin, il y a un masculin, c'est le clitoris. Bon, ça c'est même physiologique, je dirais. Hein. Mais est-ce que la dualité la plus fondamentale, c'est celle entre le masculin et le féminin, ou entre l'intérieur et l'extérieur? Parce que tout être est caractérisé par un intérieur et par un extérieur. Dans une cellule, tu as le cytoplasme, la membrane qui sépare l'intérieur et l'extérieur. Dans un pays, tu as la frontière qui sépare l'extérieur. Alors, est-ce que la dualité fondamentale, parce que s'il n'y a pas de frontière, il n'y a rien. Hein? Même les molécules ont ce qu'on appelle la frontière de Lodge. Donc, l'idée de frontière est nécessaire pour qu'il y ait, je veux dire, une existence matérielle, une existence, c'est-à-dire une existence, ça veut dire un être en dehors. Voilà. Donc, est-ce que l'intérieur est plus, la division intérieure et extérieure est plus fondamentale, ou est-ce que c'est le masculin et le féminin? D'ailleurs, il y a un lien, parce qu'on dit souvent que la femme est l'intérieur de l'homme. Aragon disait la femme est l'intérieur de l'homme, mais pour certains chrétiens orientaux, la femme est l'intérieur de l'homme, en quelque sorte. Hein. La femme a une vie intérieure, l'homme a une vie extérieure, etc. Donc, quelle est la dualité la plus fondamentale? Ou est-ce qu'elles sont liées, qu'elles se séparent? Bon, ça, c'est un problème philosophique. Hein. Oui, oui, mais alors, ça, on le verra peut-être une prochaine fois, parce que là, là, j'ai un total de 90 diapos, mais j'ai fait que la moitié. Le reste est en espagnol et je ne vais pas le traiter aujourd'hui, mais dans cette partie-là que je ne vais pas traiter aujourd'hui, il parle du yang et du yin, et donc on va parler aussi du lien entre les deux, etc. Donc, bon, peut-être tu réserves ta question sur la prochaine. Bon, en gros, je peux donner la réponse qu'il donne, c'est que, qui est donnée dans la personnification aussi, c'est que c'est l'intérieur-extérieur qui est plus fondamental. Exactement, c'est ce que je pense. Ok. Je te signale, si tu peux me permettre, oui, dans la Genèse, Dieu, ce n'est pas le Père éternel, ce n'est pas Jupiter, c'est Io Pater. Io Pater, Io, c'est le nom d'un Dieu oriental. Pater, c'est le Père Dieu, en quelque sorte. Ce n'est pas le Père, parce que Dieu est à la fois masculin et féminin dans la Genèse. Puisqu'il a dit, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, mâle et femelle, à la fois il les créa à son image et à sa ressemblance. Il crée l'androgyne. Et c'est ensuite qu'il le sépare. C'est comme dans le mythe de l'androgyne de Platon. Hein. Alors, voilà. Donc, origine commune. Donc, le Songsang comporte principalement des éléments mentaux, mais contient aussi un aspect d'énergie. Dans le Songsang, l'élément mental domine l'élément d'énergie. De même, le Yongsang est fait d'énergie, mais contient aussi un élément mental. Ainsi, le Songsang et le Yongsang ne sont pas totalement hétérogènes. Les deux ont l'élément mental et l'élément d'énergie en commun. Tout ça, c'est dans la pensée d'unification. Dans l'être originel, Dieu, le Songsang et le Yongsang sont unis. Ils sont à la racine le même attribut absolu duquel sont engendrés les différents Songsang et Yongsang. En se manifestant dans le monde par la création, cet attribut absolu donne deux éléments distincts. C'est comme si on tirait deux lignes droites à partir d'un seul point. L'une des lignes, dans ce cas, correspond au Songsang ou esprit et l'autre au Yongsang ou matière. Je crois qu'il y a un schéma. Ah non. Voilà. De cette manière, la pensée d'unification harmonise les visions monistes et dualistes, affirmant que le Songsang, esprit, et le Yongsang, matière, qui se manifestent dans l'univers comme deux substances hétérogènes distinctes, dualisme, sont à l'origine unies, formant une seule substance homogène, monisme.
De plus, cette pensée dépasse le matérialisme et l'idéalisme en montrant que l'univers ne dérive pas uniquement de la matière ou de l'esprit, mais d'une substance unique dans laquelle le matériel et le spirituel sont complètement unis. Bon, quelle heure c'est? 4 heures, bon, ça va aller. Donc, j'ai bien fait de ne pas traduire plus parce que ça deviendrait trop long. J'ai encore quelques diapos. Donc, donc ça, on ne va pas voir dans le détail, justement. On fera ça peut-être une prochaine fois parce que ça. D'une part, j'ai pas eu le temps même de traduire toutes les diapos. C'est un total, rien que sur ce chapitre, qui est le chapitre 1, j'avais un total de 90 diapos. Et donc, j'ai fait à peu près la moitié. Donc, on va pas sauter directement à la conclusion, mais à peu près. Enfin, on verra en détail peut-être la prochaine fois. Justement, ces différents processus, voilà, processus mentaux chez les êtres humains, puis chez le reste des êtres vivants, autonomie, créativité dans les organismes vivants, processus mentaux dans les atomes et les particules, et l'esprit et la matière fusionnent en une seule chose. Voilà, et on va passer à cette partie, la structure stratifiée. On va voir un peu le résumé, globalement. Voilà. Donc, alors il explique bien, il s'agit d'une première hypothèse de base dérivée de la vision du monde de la pensée d'unification, avec laquelle, conformément à la tradition philosophique d'Ibn Gabirol, Giordano Bruno et Spinoza, entre autres, on tente de dépasser le monisme et le dualisme. C'est 3 hérétiques. Un hérétique de l'islam, un hérétique du catholicisme, un hérétique du judaïsme. Oui, exactement. Oui, Spinoza, c'est le juif. Pour démontrer qu'il a dû fuir l'Espagne et ensuite s'est fait exclure de la communauté juive en Hollande. Ouais, pour démontrer cette validité, nous allons analyser plus en détail l'esprit ou les processus mentaux et la matière ou les processus matériels tels qu'ils se manifestent dans la nature. Par commodité et afin de mieux définir ces processus mentaux et matériels, nous commencerons par les êtres humains pour descendre ensuite jusqu'aux particules élémentaires. Je ne me souviens plus où je me suis arrêté, mais on ne va pas tout voir dans le détail, dans le frame. Voilà, ça commence. Je sais pas, parce que Yang, ça fait penser à Hélé, qui veut dire matière en grec. Alors, bon, là, c'est le. Pour ceux qu'on peut presque. J'ai mis le titre déjà en français. Bon, en tout cas, c'est les. Voilà, on parle des il parle des 3 fonctions. Donc, une prochaine fois, je traduirai ça et j'irai plus en détail. Mais en gros, il parle de l'intellect, l'émotion et la volonté, à la recherche de la vérité, de la beauté et de la bonté. Et il essaie de montrer en quoi, dans ces 3 fonctions fondamentales, il y a un aspect à la fois intérieur et extérieur, un aspect à la fois spirituel et énergétique, justement. Ça j'ai traduit, ok. Non, pas tout. Ah oui, j'ai compris. Voilà, c'est chez l'être humain que l'aspect mental devient le plus évident, car en même temps qu'il s'agit d'un groupe complexe d'atomes et de molécules et d'un organisme vivant composé de cellules où se déroule une série de processus biochimiques, se montre clairement une activité mentale que l'on peut reconnaître par de multiples phénomènes tels que se souvenir, réfléchir, méditer, planifier, donner une opinion, comprendre, interpréter, raisonner, conjecturer, spéculer, imaginer, avoir des attentes, aspirer, désirer, choisir, décider, vouloir, ressentir des émotions. D'ailleurs, quand j'ai traduit, à un moment donné, il m'a mis 2 fois désiré. Après, j'ai changé un des désirés en aspiré, parce que c'était 2 mots différents en espagnol, mais qui traduisaient par le même terme. L'espagnol est une langue très riche, en fait. Plus riche que le français. Dans la version espagnole, il y a le mot anglais software. Ah, mais ça, c'est pas ça, c'est un autre texte que je n'ai pas encore traduit. C'est pas la correspondance. Hein. C'est un texte espagnol. Oui, le mot software. Oui, parce que. Oui. Quand on pense, on dit logiciel.
Oui, oui, mais ça, c'est grâce à l'Académie Tu as française. lu le livre en espagnol ou en français? Non, alors j'ai utilisé au départ une traduction anglaise. Oui, il y a une traduction en anglais. Il y a un livre qui existe déjà en anglais. Mais après, je me suis. Enfin, non, j'ai fait faire par Yves Champollion, qui a une société de traduction. Il m'a fait une traduction approximative en français. J'ai travaillé à partir de ça, en regardant de temps en temps sur l'original quand j'avais des doutes. Si tu as la version électronique, tu peux utiliser Google aussi. Google fait. Oui, oui, mais alors, c'est 220 pages le livre. Hein. Ah oui, d'accord. Et Google, c'est pas mal, ils ont fait des progrès, mais c'est quand même pas parfait. C'est pas parfait. Alors, voilà, donc là, il va dans le détail. J'y reviendrai, c'est intéressant, mais je veux dire, c'est pas forcément fondamental pour comprendre. Par contre, ce que j'aimerais traduire, ce sera la partie justement sur la partie plus matérielle. Processus, voilà. Support matériel et énergétique des processus mentaux. Ça, c'est une partie qui est aussi intéressante, mais je ne m'y suis pas encore attaqué. Alors, j'ai quand même traduit, voilà, chez les autres êtres vivants, comment ça se passe. Là, il donne des exemples, par exemple, des oiseaux. Le fait qu'ils fassent une formation assez extraordinaire. Donc, on voit il y a quelque chose qui, non seulement l'autonomie de chaque oiseau, mais le fait qu'ils arrivent à se coordonner. Hein. C'est comme j'avais un cousin faisait partie de la patrouille de France. C'est à peu près le même genre de choses. Ils ont des relations quantiques. Hein, ouais. Alors, ok. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire. Voilà. Et ça, c'est David Bohm. J'y reviendrai. Il était écrit processus mental de particules, c'est ça? Oui, oui, oui. La structure stratifiée, voilà, voilà. Un petit peu Désolé parce que je ne suis pas allé dans tous les détails. Bon, ça, et j'y reviendrai dans une prochaine fois. De toute façon, il y a encore beaucoup de choses à étudier à partir de ce livre. Donc, voilà, à tous les niveaux, donc au niveau minéraux ou de la matière en général, végétaux, animaux, on sait aujourd'hui que le règne du vivant, c'est plus complexe même que juste végétaux et animaux. Bon. Ça, c'est la classification d'Aristote. Oui, oui. Mais bon, le principe reste le même. Parce que aussi, chez les animaux, là, on va parler d'instinct. Bon, alors, mais là aussi, dans le règne animal, selon le niveau, ça peut être primaire ou très développé. Mais on arrive aussi chez certains animaux, à des émotions très fortes, etc. Donc, alors ça, c'est les processus mentaux et les processus matériels. Donc, au niveau matériel, ici, on a des processus physico-chimiques. Ici, tout ce qui est vivant, on a des processus organiques et biochimiques. On a toujours, alors, dans tous les cas, on a toujours ce qui est en bas. Plus, ça, c'est une addition, ce n'est pas un remplacement. Donc, alors ensuite, processus organiques et biochimiques. Bon, alors, on verra les différences dans la diapo suivante. Et processus organique supérieur. Et donc, au niveau de l'intérieur, donc, autorégulation, c'est la loi. D'ailleurs, je pense que le terme loi, c'est lié à logos, non? Ah ouais, probablement. Je sais que ça donne, logos donne logique, ou bien les sciences, on dit biologie, astrologie, non, on dit astronomie parce qu'astrologie, ça géologie, etc. Ça vient du latin quand même. Oui, mais est-ce que ça ne vient pas indirectement du grec? Lex legis en latin. Oui, mais est-ce que ce n'est pas lié au grec logos? Le grec et le latin, c'est indo-européen, de toute façon. Oui, oui. Ça vient du grec via le latin. Oui, oui. Donc, autonomie et créativité chez les animaux, donc l'aspect instinctif, etc. Et
Alors, chez les êtres humains, cette notion de liberté ou de libre arbitre, alors qui a toujours été un élément d'ailleurs très débattu, on en parlera aussi plus en détail dans une prochaine fois, justement. Voilà les différents niveaux. Et donc, du point de vue structure, on a cette structure du côté intérieur et extérieur. Donc, on a ici, dans la matière, des atomes, des molécules avec des fonctions physico-chimiques, des lois physiques, etc. Au niveau végétal, alors on parle. Alors, j'ai mis esprit parce qu'il a utilisé le mot esprit, mais moi je mettrais plutôt âme végétale. Ce que dit Aristote. Oui, oui. Âme végétative. Mais ça, c'est toujours. Est-ce qu'il dit. Je ne me souviens pas s'il dit. Parce que c'est le. Je ne sais plus s'il emploie le mot spiritu ou mental. Je pense qu'il emploie mental. Mais, bon, mental qu'on va traduire par esprit, mais en fait, je pense âme serait mieux adapté, âme végétale. Et chez les animaux, ou l'âme animale, ce qui est un pléonasme d'ailleurs, âme animale, puisque âme. Et puis, chez les êtres humains, on a toutes ces fonctions. On parle de fonctions végétatives d'ailleurs, hein, qui sont où on dit quelqu'un qui est complètement, qui est maintenu en vie, mais c'est un vrai légume, ça correspond à cet aspect purement végétatif, justement. Et puis la raison de l'esprit humain. Et comme structure, dans l'autre sens, ici on a les atomes et molécules partout. Là, chez les êtres vivants, on a les cellules, les tissus. Alors, il met organes pour les végétaux. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'organes. Si, il y en a. Et là, s'ajoute, alors, il met cerveau humain, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il y a des animaux qui ont un cerveau, oui, plus ou moins développé, mais le cerveau humain a des capacités supérieures. Et le cerveau humain est programmable, alors que le cerveau même du chimpanzé est déjà programmé. Voilà, et on arrive, voilà, ce sera la conclusion, avec son premier principe. Il parle de principe de la présence conjointe et généralisée dans l'univers de processus mentaux et matériels, ou énergétiques. Enfin, matière-énergie, bon, parfois il a un peu un terme ou l'autre. Là, il met les deux, c'est lui qui met les deux. Les processus mentaux et matériels sont deux aspects indissociables qui sont présents à un degré plus ou moins grand dans toutes les entités de l'univers, selon leur niveau. Le plus haut degré des processus mentaux apparaissant chez les êtres humains, les deux aspects sont comme les deux faces d'une même pièce. Il n'existe pas de choses entièrement matérielles sans aucun aspect mental, ni de choses entièrement mentales sans aucun aspect matériel. C'est ça ce point fondamental. Autrement dit, à tous les niveaux, il y a quelque chose qui fait que ça crée un certain ordre, une certaine direction. C'est-à-dire que les atomes sont gouvernés par les particules élémentaires, par les processus mentaux, c'est ça? Alors, à un niveau de base, mais ça correspond un peu à... Alors, c'est de la vulgarisation, mais en physique quantique, je me souviens quand on a parlé des premiers temps, il y a des années, de la physique quantique, il y avait certains articles de vulgarisation qui parlaient du libre arbitre de l'électron. Et le fait qu'il y ait à ce niveau, c'est un petit peu comme on est au niveau du hasard, mais ça permet dans des structures plus développées que ce hasard puisse être utilisé en intention et en lui donnant une direction. Alors, ça n'est pas prouvé encore, mais moi je pense que c'est une suite. Il y a en tout cas Sir John Eccles a beaucoup parlé de ça. Pour lui, à tous les niveaux, il y a une sorte de pensée primitive